poser des questions qui vont porter sur la situation du 28 septembre, mais avant le 28 septembre. Pendant le 28 septembre et après le 28 septembre. Vous comprenez? Oui, maître. Bien. Alors, la journée du 27 septembre. Oui, maître. Je crois que c'est un dimanche. Oui, maître. Bien. Ce jour, est-ce que vous avez eu une invitation au QG ou vous avez été convié à une rencontre quelconque au QG, au camp Alpha Diallo? Non. Non. Toute la journée? Toute la journée. Jusqu'au soir, vous n'avez reçu... Je n'ai jamais été convié à une réunion, je n'ai jamais reçu une convocation me demandant de me rendre à Alpha Yaya. Très bien. Le 27. Le 27 septembre. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, même le 27, j'étais à Koya. Bien. Je rentrais dans l'après-midi. Ce 27 septembre, vous avez déjà un calendrier le matin du 28 septembre. Oui, après que j'ai suivi le décret qui a fait du lundi 28 septembre, exceptionnellement, férié, chômé et payé, comme je n'avais pas fini, c'est que j'étais parti faire là-bas le dimanche. Bon, alors là, je profite, comme c'est férié, je vais achever mon boulot à Koya. Bien. Alors, le matin du 28 septembre, avant 10 heures, vous étiez où? J'étais sur la route de Koya. Vous étiez avec qui ce jour-là? J'étais avec M. Kaba Bangoura et son épouse. Et qui encore? Et son épouse? Vous étiez trois? Oui, on était trois. C'est vous-même qui conduisiez la voiture? C'est moi-même qui conduisais ma voiture, j'étais en tenue civile. Et je n'avais pas de garde-corps. Bien. Vous partiez à Koya, c'était par rapport à quoi? Bon, mais c'était un problème privé. J'avais négocié un terrain là-bas, j'ai parti pour verser l'argent. Très bien. Alors, arrivé au niveau de l'Ansanea Barrage, entre l'Ansanea Barrage Kontia, oui. Vous avez reçu quoi? Un appel? Un appel, oui. De qui? D'abord du chef d'état-major général des armées à l'époque, Omar Sanou. Bien. Il vous a dit quoi? Il m'a demandé ma position, si je suis au camp Samori, à ma résidence. J'ai dit non, je suis à Koya. D'ailleurs, lui, je lui ai dit que je suis à Koya. Il dit, ah, mon ami, que j'aurais appris qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. En ce moment précis, si le président Dadis avait l'information au préalable, est-ce qu'il n'allait pas vous appeler immédiatement? Si, il m'aurait appelé. Mais en ce moment, je crois qu'il dormait. Bien. Il dormait en ce moment. Il n'était pas au courant de ce qui se passait? Non. Vous non plus? Non. Alors, vous avez été appelé. Tout de suite, qu'est-ce que vous avez fait à l'immédiat? À l'immédiat, j'ai appelé madame la directrice de Donka, madame Dr Fatou Sike, pour envoyer les 2 ambulances. Oui. Parce que je ne mesurais pas l'ampleur de la gravité du problème. J'ai dit, envoyez-moi les ambulances au stade, il paraît qu'il y a eu des problèmes. D'accord. Alors, il vous appelle, il vous dit qu'il y a problème au niveau du stade, qu'il faut que vous retourniez. Voilà. Parce que vous étiez qui à l'époque? Parce que j'étais ministre de la Santé. Bien. Alors, lorsque vous avez appelé la directrice, est-ce que vous avez continué à Koya ou bien vous avez automatiquement retourné pour rejoindre? J'ai rebroussé chemin. J'ai dit à mes compagnons, j'ai dit, ah, grand frère, j'ai dit à M. Bangoura, j'ai dit, ah, grand frère, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Là, je ne peux pas continuer, on ne peut pas continuer, il faut qu'on rebrousse chemin. Bien. On a rebroussé chemin. Vous vous étiez dirigé directement où? Au préalable? En venant, en rebroussant chemin, comme Madame Tike m'a dit qu'il y a beaucoup de malades qui arrivaient à Donka, qui étaient déposés par le service de la Croix-Rouge nationale et internationale, je me suis dit, bon, je vais le déposer d'abord en bord de route à Yimbaya, parce que là-bas je les ai pris. Entre-temps, j'ai appelé mon garde-corps. J'ai demandé sa position, il me dit, au camp Alpha, j'ai dit donc, reste là-bas sur place, viens au portail, tu m'attends, je vous récupère là-bas. Appelle ton ami parce qu'ils sont 2.
Moi, je n'avais que 2 gardes-corps. Je ne peux même pas me faire encombrer. J'ai récupéré les 2, nous sommes partis à Donka. Bien. Vous êtes arrivé à Donka. Oui. Maître. Après Donka, vous êtes parti au camp Samori. Au camp Samori pour me changer. Pour vous changer. Et là, j'étais avec mes 2 gardes-corps et docteur Siek Kondé. Très bien. Pourquoi vous avez fait cela? C'est pour pouvoir aller chercher les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits pour la prise en charge des blessés, des malades qui viennent du stade. Bien. Il y a un avocat de la partie civique qui avait posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas opportun pour vous, lorsque vous quittez le camp, de venir directement à Donka que de partir au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi vous êtes dirigé directement au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous êtes dirigé d'abord pour aller chercher les clés? C'est parce que je n'avais personne avec moi que je pouvais envoyer. Oui. Parce que sinon, bon, pour moi, il y a des risques. D'accord, j'ai accepté ces risques. Mais il fallait chercher Dr Diallo, Dr Abdourahmane avec les clés. Malgré le risque, je suis allé. Je lui ai pris. Entre-temps, comme mon chauffeur m'a appelé, il m'a dit qu'il est au camp là-bas. J'ai dit, bon, ok, toi aussi tu m'attends là-bas. Au lieu de continuer, parce que moi je conduis la voiture, de continuer à la pharmacie centrale de Guinée, mon chauffeur est là, la voiture est là. J'ai dit, bon, allez, vous continuez. Moi, je suis venu vous rendre compte au président Dadis. Si je comprends bien, vous avez estimé que la personne qui détient les clés peut valablement aller faire le travail, ouvrir le magasin et ravitailler les blessés. Bien sûr, parce que même si je suis avec lui là-bas, ce n'est pas moi qui vais ouvrir les portes et ce n'est pas moi qui vais prendre les trucs, c'est leur travail à eux. J'ai estimé que le docteur Abdourahmane peut faire ça, c'est son travail. Est-ce que, en ce moment, votre présence physique, pendant que les clés ont été remises à docteur et qu'il est sur la route pour aller ouvrir le magasin de Pharma Guinée, est-ce que votre présence maintenant physique était nécessaire là-bas? Moi, à mon avis, ma présence physique n'était pas nécessaire. Bien. Sur les lieux, en ce moment. Très bien. Alors, lorsque vous avez remis les clés, et le chauffeur, et le véhicule, et le docteur, ils sont tous partis vers le Pharma Guinée. Oui. Vous êtes dirigé vers le camp. Oui. C'était pour aller rencontrer qui? Le président de Dadis. Le président de la République. Oui. Pourquoi vous avez eu cette idée d'aller rencontrer d'abord le chef de l'État? C'est parce que je devais lui rendre compte de ce que j'ai vu à Donka, et puis je devais lui demander des moyens pour pouvoir prendre en charge ses blessés. Bien. Alors, à supposer que vous n'étiez pas parti rencontrer le chef de l'État, est-ce que vous pouvez débloquer la situation par rapport à la crise qui était présente? Non. Vous avez estimé que la personne de ressources, c'était le chef de l'État pour pouvoir prendre une décision par rapport à la gestion de la crise. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le chef de l'État, quelle a été sa réaction première? Sa réaction, je suis venu, je lui ai rendu compte, il dit oui, mon ami, il dit, je sais déjà. Parce que là, il était assis, il était en colère. Bon, il était assis, il me dit, bon, maintenant, va, tu réunis ton équipe, et puis vous me faites un devis pour la prise en charge de tous ces blessés, jusqu'à leur alimentation. Bien. Et pour matérialiser cette réaction positive, il y a un montant qui a été mis à votre disposition. Oui. Combien? 1,422 millions. Et les virgules que j'ai oubliées parce que ça fait un peu longtemps. Ces 1,422 millions oui. étaient destinés à quoi? À l'achat des médicaments, l'achat des pansements, l'achat des consommables, l'achat des clichés radio, l'achat des réactifs de laboratoire et la nourriture des malades. N'est-ce pas là une action d'assistance aux victimes? Oui. Une des actions d'assistance aux victimes. Oui. Très bien. Lorsque vous avez reçu cet argent et que ce qui a été recommandé a été acheté, mis à la disposition du personnel médical, et les blessés ont commencé à être pris en charge, n'est-ce pas? Oui, maître. Maintenant, ces blessés qui ont été pris en charge à travers ce montant qui a été débloqué par le chef de l'État. Oui, maître. Est-ce qu'il y a un
cadre ou le personnel de la santé qui s'est plaint de l'insuffisance des moyens mis à leur disposition? Non. Non. Est-ce qu'un cadre de la santé a été victime d'une agression quelconque de la part de qui que ce soit dans l'enceinte de l'hôpital par rapport au travail qui doit être fait? En tout cas, je n'ai pas été informé. Bien. Je n'ai pas été informé de ça. Aucun ne s'est plaint chez moi. Bien. Alors, venons aux faits qui sont mis à votre charge. Oui, maître. Vous êtes poursuivi selon l'ordonnance des faits de non-assistance à personne en danger. Vous connaissez ce que c'est? Oui, oui, maître. Bon. En termes très simples, vous avez refusé, pendant que vous avez la possibilité, oui, vous étiez présent d'assister une personne qui est dans une situation de détresse. C'est ce que ça veut dire. Oui. Est-ce que vous avez refusé d'accomplir toutes ces actions relativement à l'assistance de ces personnes victimes? Non. Non. Docteur. Oui, maître. Je ne reviendrai pas sur des questions qui ont été déjà posées par mes collègues de la défense. Oui. Qui viennent démontrer éloquemment les actions entreprises de part et d'autre par rapport à ces événements. Seulement, je voudrais une confirmation. Oui, maître. J'ai un procès verbal de partie civile en main ici. Oui. Oui. C'est un certain monsieur Yacouba Bari. Yacouba Bari, marchand, né en 1963. Il dit, à la question qui lui a été posée, il répond ceci. Oui, maître. Aux environs de 17 heures, lorsque je me suis réveillé, Dr Ablaye Chérif Diaby a ordonné qu'on me fasse le pansement de ma jambe et des autres blessures. Oui. N'est-ce pas là une assistance? Oui. À une victime? Oui. Bien. Dans le rapport de la commission d'enquête nationale, à la page 16, avec la permission de Monsieur le Président, docteur, vous allez suivre ce qui a été rapporté. Oui, maître. Bien, il est dit ceci. À la date d'aujourd'hui, non, page 17, s'il vous plaît, il est établi que tous les corps retrouvés ont été ensevelis selon les traditions et les tombes ont été répertoriées. Les blessés sont identifiés et reconnus sur un fichier disponible. Un cas d'évacuation sanitaire au Maroc est enregistré. Oui. N'est-ce pas là également une action allant dans le sens de la satisfaction des blessés et des corps qui sont, n'est-ce pas, répertoriés au niveau de l'hôpital? Oui, maître. D'accord. Il y a aussi dans le rapport de la commission d'enquête internationale, à la page 34, il est dit ceci. D'après le ministre de la Santé et le CC, le matin du 28 septembre, après l'arrivée des premiers blessés, l'hôpital d'Onka a activé son plan d'urgence. Tandis que le CC avait son plan ORS. Selon ce plan, le comité doit mobiliser les ressources, donner des directives pour la gestion de la crise, superviser la prise en charge des victimes, assurer la fourniture de médicaments, ainsi que collecter et analyser les données statistiques. N'est-ce pas là? Cela vient conforter les dispositions que vous avez prises à l'interne au QG pour pouvoir mettre à la disposition des blessés, également des parents des victimes, les moyens nécessaires. Oui, maître.
relativement à ces corps, vous avez dit ici que vous avez vu 57 corps. Oui. Ces 57 corps, est-ce qu'ils ont été restitués aux parents dans les règles de l'art? Oui. Selon le compte rendu qu'on m'a fait. À cet effet, est-ce que cette commission qui avait été mise en place par rapport à la gestion des corps, cette commission avait bel et bien existé et a fait son travail? Bien, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un parent d'une victime quelconque qui a déposé plainte pour dire que parmi les 57 corps, il y a un qui n'a pas été retrouvé? À ma connaissance, qui n'a pas été restitué? à ma connaissance, non. Je n'ai pas reçu de plainte. Et je n'ai pas entendu parler. Bien. Le même rapport, le dernier paragraphe de cette page 34, dit ceci. Point 155. Tous les membres du personnel médical ont été appelés afin de prêter assistance. Le CC a donné l'alerte en demandant à ses partenaires d'assurer la disponibilité des médicaments. La CRG, c'est-à-dire la Croix-Rouge guinéenne, appuyée par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que les ambulances des hôpitaux de Donka, Ignace Dine et des centres médicaux communaux, s'est chargé du transport des blessés. Monsieur le ministre. Oui, maître. Ce rapport, c'est une commission d'enquête internationale. Oui, maître. Qui est crédible, qui a été acceptée par toutes les parties prenantes. N'est-ce pas là également la preuve que votre département, à la charge, n'est-ce pas, de cette crise-là, avait mis et a mis toutes les dispositions, a pris toutes les dispositions nécessaires pour la satisfaction des victimes. Oui, maître. Et ça, c'est confirmé par le rapport. Les deux rapports d'enquête nationale et internationale. Oui, maître. Bien. Je veux un peu revenir sur le comité de crise que vous avez mis en place. Ce comité était composé de qui et qui? Il y avait entre autres Dr Diakité, qui était le président, Dr Cheikh Kondé, qui était directeur national de l'établissement hospitalier, qui était vice-président. Oui. Il y avait la Dr Harirata, qui était directrice nationale des hôpitaux et des pharmacies, oui. Bon, entre autres. Il y avait Dr professeur Hassan Ba de la médecine légale, il y avait le professeur Baldi, qui était président de l'ordre des médecins guinéens, entre autres quoi. Bien. Alors, toutes ces personnalités qui ont été réunies pour un travail dans cette situation de crise nationale, est-ce que cette commission ou ce comité est parvenu à un résultat probant? Oui. En faisant quoi? En prenant en charge tous les malades, oui, jusqu'à leur sortie. Et je vous ai dit hier, je répondais à la question de, je crois, d'un des avocats là-bas. On ne m'a jamais rapporté que parmi ces blessés, quelqu'un est sorti avec des séquelles physiques. Parce que c'est très important. Personne n'est sorti avec des séquelles physiques en ce que je sache. Je ne dis pas psychologique, mais physique, non. Bien. Vous avez dit à cette barre ici que vous êtes un officier sans troupe. Oui. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Et si c'est ainsi, que vous êtes un officier sans troupe, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une compagnie derrière, pas ni du un tout. commandement derrière, non, ni un contingent derrière, non, ni encore moins non, un bataillon. non. Est-ce que vous êtes en mesure d'empêcher que le corps médical puisse avoir accès aux malades? C'est pas possible. Même si je n'étais pas médecin, c'est pas possible. D'abord, je suis médecin, et comme vous le dites, officier sans troupe. Sans troupe. Voilà. Et je suis médecin clinicien. Très bien. L'administration des morgues. Monsieur le ministre, je veux savoir, est-ce que les morgues sont sous l'autorité directe du ministre de la Santé ou sont respectivement sous l'autorité des différents
hôpitaux nationaux, respectivement? Non, directement, les morgues appartiennent à la structure de l'hôpital. Bien. Quel est ce mode direct, c'est le directeur de l'hôpital ou bien la directrice de l'hôpital. Très bien. Quelle est la particularité de la gestion des morgues? En d'autres termes, est-ce que c'est une ONG qui peut gérer les morgues ou bien c'est l'hôpital central qui gère les morgues? Bon, moi, à mon temps, en fait, c'est une société qui gérait les morgues. Les morgues. J'ai trouvé ça là-bas et j'ai laissé comme ça. Je n'ai pas dérangé. Si vous faites attention, il y a, avec les corbillards, par exemple, là, vous voyez, c'est écrit Stillard. En tout cas, il y a une société. Il y a une co-gestion, quoi, je veux dire. C'est une entreprise privée. Voilà. En collaboration avec l'hôpital. Avec l'hôpital, voilà. Une co-gestion. Qui initie un contrat. Voilà. Bien. Et dans ces clauses, préalablement, il est dit que l'entreprise est responsable de la gestion des morgues. Oui. C'est possible? Oui. Bien. Cette ONG ou cette entreprise est sous l'autorité directe du directeur de l'hôpital. De l'hôpital. Le ministre de la Santé, en réalité, il n'a rien de direction par rapport à cette entreprise. Oui. Seulement, vous avez un contrôle direct sur le directeur. Oui. Très bien. Vous, en votre qualité de ministre, est-ce que vous étiez obligé d'être au chevet direct en tant que médecin au niveau des malades? Non, non, non. Vous recevez les ordres? Moi, je donne des ordres et puis j'exécute. Je ne peux pas être au chevet des malades quand même. Bien. J'étais ministre de la Santé quand même. On parle, de l'autre côté, d'une des parties de la défense, fait état des corps disparus. Monsieur le ministre, oui, en votre qualité de médecin, connaissant parfaitement le métier, oui, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence d'une fosse commune? Non. Où qu'elle soit? Non. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence, n'est-ce pas, d'une fosse au sein d'un camp? Non. Non. Est-ce que le nombre des corps qui vous ont été, dont l'information vous a été remontée, 57, est-ce que ces corps ont été inhumés avant la remise respective à leurs parents? Non. Ce jour où il était question de mettre les corps à la disposition de nos parents, quels sont ceux qui étaient habilités à être présents? Le comité là. C'est le comité de restitution dirigé par le ministre Sano à l'époque, et qui comprenait entre autres le général Toto, oui, les religieux, oui, le professeur Ba, oui, patron de la médecine légale, les directrices des hôpitaux, entre autres. Pensez-vous que ce choix de ces personnalités, c'est du fait du hasard? Non. C'est en tenant compte des critères sélectifs, oui ou non? Oui, oui. Si vous prenez le premier imam de la mosquée, est-ce que lui, il peut avoir un intérêt de dissimuler des corps? Non, 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 maître. Je crois pas. Vous prenez Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry, est-ce qu'il peut avoir l'idée quelconque, la volonté de dissimuler les corps? Non, 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 non. Vous prenez le ministre Koutoubou? Non. Aucun intérêt, non? Très bien. D'accord. Alors, il y a une question qui a été posée toujours par un des avocats de la défense. On vous a demandé forcément de montrer au tribunal où se trouvent les fosses communes. Si, je dis bien, si vous avez connaissance de l'existence des fosses communes avant cette audience, en conscience, est-ce que, monsieur le ministre, vous n'allez pas déclarer? J'aurais déclaré ça depuis lorsque je me suis vu avec le pool des juges d'instruction. Oui. Je l'aurais déclaré depuis.
D'accord. Par rapport à l'autopsie qu'on fait état, est-ce que ce n'était pas de la compétence, lorsque le pool des juges avait été saisi, d'adresser une requête auprès ou de prendre une ordonnance dans ce sens, demandant au médecin légiste, professeur Hassan, de procéder à l'autopsie des corps, oui ou non? Je crois que oui, ce qui a fait que moi, je n'ai pas ordonné de faire l'autopsie, parce que je n'avais pas une requête. Oui. Bien. Dans le rapport, la commission d'enquête nationale, dans son rapport, a présenté un tableau. Ce tableau, monsieur le ministre, je veux savoir, cette commission s'est basée sur les informations reçues à votre département ou ce sont des informations qui ont été reçues par des tiers, avec des tiers? Bon, mais là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas vu le tableau en question. On ne vous a pas présenté le tableau? Non. La commission non plus ne vous a pas invité? Non, 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 non. Alors, et la nationale et l'internationale. Et vous, en ce moment, vous étiez dans vos fonctions de ministre. J'étais ministre, oui. Si toutefois, cette commission devrait avoir la part de vérité, elle était dans l'obligation, oui ou non, de vous inviter à présenter, n'est-ce pas, les documents? Je crois que oui. Mais est-ce que vous connaissez la provenance de ces informations? Non. Non. Monsieur le ministre, des questions des parties civiles ici présentes, la majorité sont axées ou ont été axées sur le comportement ou le prétendu comportement que vous avez adopté au niveau de l'hôpital d'Onka, relativement aux blessés et au corps. Oui, maître. Votre état, votre probité, vos connaissances scientifiques en matière médicale, est-ce que peut vous permettre d'agir contre des blessés? Je ne peux pas me le permettre, maître. Est-ce que vous pouvez injurier un blessé? Non, maître. Est-ce que vous pouvez proférer des injures à ceux-là qui viennent assister des blessés? Non, maître. Est-ce que vous étiez seul lorsque vous étiez venu à Donka? Jamais. Non, non, non. Je n'étais pas seul. Vous avez parlé de certains de vos professeurs qui étaient présents. Oui, maître. Admettons que vous comportez ainsi, en notre présence. Est-ce que c'était honorable? Pas du tout, maître. C'était honorable pour votre carrière? Non. C'était honorable pour vos professeurs qui vous ont enseigné? Non. C'était honorable pour la nation? Non. D'accord. Alors, monsieur le ministre, oui, maître. Je voudrais également savoir, à travers le décret qui vous nomme au poste de ministre de la Santé. Oui, maître. Il y a une question qui était venue de la partie civile. Oui. Que cette nomination, c'était en connaissance de cause. Oui. Que parce que vous devrez faire des actions allant dans le sens de satisfaire une personne. Oui, maître. Mais je veux demander, est-ce qu'il n'est pas du ressort du chef de l'État d'exercer son pouvoir discrétionnaire, nommer qui il veut dans les fonctions qu'il veut? Oui, je crois. Avez-vous vu en Guinée un ministre de la Santé qui n'a pas fait la médecine?
C'est très rare. C'est très rare. C'est rare. C'est parce que vous avez des compétences en la matière. Je crois que oui. Bien. Et par rapport à mon poste oui. au sein de l'armée, oui. Directeur général du service de santé des armées de toute la Guinée. Oui. Monsieur le ministre. Oui, maître. Dans l'ordonnance de renvoi, il est prévu cette infraction selon l'article 298. Je vais faire la lecture par la permission de Monsieur le Président et je vais vous poser 2 questions. Bien. L'article 298 dispose « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime. » Monsieur Bandian, bonjour. Bonjour, maître. Bon, moi je ne vais pas m'intéresser à votre palmarès. Vous avez dit ici à l'entame qu'il faut prêcher le faux pour obtenir une information. Vous le confirmez? Bien entendu, tous les journalistes d'investigation le font. Si on prêche le faux, vous connaissez le mot, sa pesanteur, prêcher. Quand on dit prêcher, pour vous, dans quel cadre on prêche? Je vous ai dit ici avec précision qu'un renseignement est différent d'une information. Je ne suis pas arrivé là-bas. Ah, si. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Puisque je vous vois venir, ce que je sais, les renseignements, ça c'est pour les services de sécurité. La nouvelle, c'est pour les journalistes. Lorsque vous avez une nouvelle sous forme de renseignement, ben, à votre niveau, vous pouvez utiliser d'autres canaux, d'autres mécanismes qu'on appelle prêcher. C'est ça que je veux dire. Tu as l'information déjà, mais ça ne veut pas dire que j'invente. Tu as ce qu'on appelle la nouvelle ou le renseignement. Pour transformer ça en information, tu recoupes, tu vérifies autant de fois que tu peux. En le faisant, tu peux prêcher le faux. C'est-à-dire poser une question contournée à une autre personne qui est censée avoir la bonne information. C'est ce que j'appelle prêcher. Bon, on ne discute pas de votre réponse de toute façon, mais je ne suis pas satisfait, je passe. Mais je reviendrai autrement. Alors, un journaliste d'investigation, quelle est sa vocation principale? Sa vocation, c'est de fouiner. C'est de fouiner. Ok, d'accord. D'accord. Alors, votre qualité de journaliste d'investigation à l'époque, est-ce que vous travaillez seul dans votre cabinet ou alors votre poste radio? Est-ce que vous avez un personnel que vous avez en charge qui puisse travailler en votre nom et selon les aspects que vous voulez évoquer? La Radio Planète FM employait 42 personnes, mais j'en étais le directeur général. Bien. Alors, M. Sidibé, lorsque vous devrez relayer une information, et c'est là où ça m'amène à vous poser des questions par rapport à l'information et aux nouvelles. Entre les nouvelles et l'information, qui précède l'autre? C'est la nouvelle qui précède l'information. C'est la nouvelle qui précède l'autre. Oui. Bien. Lorsqu'on est à la phase des nouvelles, dans quel cas ou à quel moment on quitte le camp de nouvelles pour être à l'info? C'est après recoupement et vérification. Bien. Recoupement et vérification. Par rapport à une nouvelle donnée, ça veut dire que votre interlocuteur, c'est-à-dire celui qui vous donne les informations ou les nouvelles, est-ce que vous devrez avoir d'abord la conviction de la fiabilité de la nouvelle que vous obtenez, oui ou non? C'est là maintenant qu'on prêche le faux pour vérifier. Non, attendez. J'ai posé une question précise. Mais c'est ma réponse. C'est votre réponse? Oui. D'accord. Alors, Monsieur X, que vous avez appelé au téléphone, qui doit vous donner une nouvelle, et vous dit, Monsieur Bandian, à l'instant T égale à 0, Monsieur B est en train d'assassiner Z. Vous êtes le couloir de transmission entre la population
est la source d'information, plus l'opinion publique nationale et internationale. Vous, quelle est votre conviction à ce niveau-là pour s'assurer que le monsieur qui vous donne l'information X là, que cette nouvelle-là, elle est fiable? Qu'est-ce qu'il vous faut? Maître, on va se répéter puisque... Je ne me répète pas. Pour que je me rende compte de la fiabilité, il me faut vérifier et recouper. Mais si je connais la personne auparavant, ça aussi, c'est un aspect d'appréciation. Ça peut être un critère d'appréciation de la nouvelle qu'on me donne, avant de transformer cette nouvelle en information. Vous avez dit ici, au tribunal, tout à l'heure, lorsque vous avez pris la parole, que ces sources, j'ai bien noté, que vous n'avez pas la possibilité de vérification. Vous avez reçu les renseignements que vous n'avez pas la possibilité de vérification. À ce stade-là, lorsque vous avez des limites d'obtention de vérification fiable relativement aux renseignements que vous obtenez, est-ce que cette information constitue une information réelle? Je n'ai pas informé, j'ai alerté. Même dans mes propos, vous pouvez écouter. Je fais très attention à mes propos. S'il vous plaît. Si, je fais très attention, j'ai alerté. Vous pouvez revoir sur YouTube. J'ai dit, j'alerte les enquêteurs, j'alerte la justice par rapport à ce qui m'a été dit. Il revient à la justice et aux enquêteurs de vérifier. J'ai le droit d'alerter puisque je suis guinéen choqué par ces atrocités. Personne ne vous dédie ce droit-là. Moi, mon souci majeur, c'est que vous avez opté pour investir. Lorsque vous procédez à cela, vous avez l'obligation de s'assurer que ce que vous obtenez de X est fiable et que l'information peut passer à Y. Maître, je connais bien mes sources, mais je ne peux pas les dévoiler ici. Je les connais. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes anonymes. Je n'ai jamais parlé de personnes anonymes. Ce ne sont pas des personnes anonymes qui m'ont appelé. Les personnes qui m'ont appelé, je les connais. Ils sont actuellement en fonction dans l'armée guinéenne. Je ne peux pas les exposer. J'y arrive. Bien. Alors, revenons-en à la situation des camions dont vous faites état au camp Samori. Alors, vous dites que, si j'ai bien noté, et ça vient de vous tout à l'heure, vous avez dit que ces camions ne sont pas des camions militaires. Vous confirmez ça? C'est ce qui m'a été dit, oui. Ce qui vous a été dit? Oui. Bien. Et que dans ces camions-là, il existe un certain nombre de corps. Selon toujours votre source. Vous confirmez? Je confirme. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait? Parce que vous avez une équipe d'une quarantaine de personnes. À vous seul, vous ne pouvez pas peut-être obtenir l'information fiable. Mais vous pouvez mettre en contribution l'ensemble du personnel que vous possédez pour pouvoir obtenir l'information que vous souhaitez obtenir. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire un recoupage, n'est-ce pas, d'informations pour obtenir l'authenticité de ce qu'on vous a dit? Maître, je vous l'ai dit ici que j'ai quitté dans des conditions horribles la radio Planète FM le 17 novembre 2013 et qu'après moi, la radio a été vendue. Et les informations que j'ai relayées sur les réseaux sociaux datent de 2020-2021. La radio n'existait plus. Comment voulez-vous que j'appelle un personnel qui n'existe plus? Non, je ne parle pas d'après ce qui s'est passé. Mais ça m'a été dit entre 2020 et 2021. Il n'y a pas de problème. La radio n'existe plus. Comment je vais déployer le personnel? Et je ne suis même pas en Guinée. Je ne suis plus le directeur général. Tout de suite ici, à la question de monsieur le procureur ici, j'ai trouvé une incohérence entre ce que vous avez dit et ce que le procureur vous a exposé, que vous-même, vous avez présenté sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous dire ceci. Vous avez dit sur les réseaux sociaux que ce sont des camions de KPC. Le procureur vous a posé cette question ici. Mais je n'ai pas nié, maître. Vous avez contourné. J'ai nié? Oui ou non, c'est KPC qui a livré les camions. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Oui, parce pourquoi que vous l'avez ailé? Pourquoi vous avez insinué le nom de KPC sur les réseaux sociaux? Vous ne connaissez pas que ça, c'est une atteinte à sa réputation? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de problème. Alors, sur la situation de ce que vous dites comme étant des fausses communes, de telles informations
tellement que ça a des portées, ça a une portée capitale pour la nation. Monsieur Bandian, vous n'avez pas pris soin de savoir à quel endroit se trouve une fosse commune. Étant donné que vous avez dit ici que vous en avez connaissance de 3 lieux. Pourquoi vous laissez le doute à ceux qui doivent bénéficier de l'information? Si toutefois ce que vous dites est vrai. Vous avez fini? Je vais attendre la réponse. Je suis désolé, maître, je ne suis pas là pour donner des leçons de vocabulaire ou de grammaire, mais j'ai bien dit que mon rôle était d'alerter. C'est ce que j'ai fait. Alerter, allez voir dans le dictionnaire. Très bien. Nous ne sommes pas là pour une notion de vocabulaire et de grammaire, parce que ça, on l'apprend tous les jours et on doit l'apprendre. Vous devrez avoir même un Larousse de poche pour continuer, parce que vous êtes enseignant. Je passe. Je n'en ai pas besoin, je sais ce bien. que je fais. Alors, pour un peu venir par rapport à la situation toujours des personnes que vous avez citées autour des 2 camions stationnés au camp Samori. Ici, à l'entame, vous avez fait état de colonel Rémi Lama. Ici. Oui ou non? Je confirme. Alors, et vous dites que c'est 3 personnes. Vous avez parlé de colonel Rémi Lama, vous avez parlé d'un chèque. Et en plus, vous avez parlé d'un certain général Théa. Je n'ai pas prononcé le mot général, parce que je ne connais pas son nom. Théa, d'accord, mais vous avez parlé de Théa. Oui ou non? Oui, j'ai dit après, monsieur. À la question de monsieur le procureur, à la place de colonel Rémi Lama, vous faites état de colonel Abla Chérif Diaby. Est-ce que vous n'êtes pas en train... C'est vous qui faites l'amalgame. Mes propos ont été clairs. C'est pas moi qui fais l'amalgame, c'est vous. Si vous faites l'amalgame. Je reprends ce que vous avez dit. Je dis que les corps, ce qu'on m'a dit, ont été gérés par Cheikh Sidi Diabaté, par M. Rémi Lama, par M. Edouard Théa, mais qu'entre-temps, le ministre était en train de faire le tour des lieux et il est venu. Je n'ai pas dit, c'est vous qui faites l'amalgame. Il est venu trouver l'équipe qui gérait les corps. Et j'ai expliqué son agissement. Selon l'information que vous avez reçue à l'époque où vous êtes en train de parler de l'existence de ces 3 personnes, colonel Rémi Lama, et etc., quel était le poste ou quelle était la position de colonel Rémi Lama à l'époque? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Il était ministre? Quoi? Au moment où vous êtes en train de le citer. Au moment où je faisais les déclarations, il était ministre de la Santé maintenant, mais au moment des faits, je crois qu'il était médecin militaire. Médecin militaire. Oui. Et à quel moment il était ministre de la Santé? Je ne le sais pas. D'accord. Par rapport à l'arrivée de M. Abdel Chérif Diaby, selon ce que vous dites, et selon vos informateurs, si je pose parler ainsi, alors, vous dites que quand le colonel est venu, puisqu'il faisait, selon vous, un contrôle dans les lieux, vous dites qu'il a craché sur les corps. J'ai parlé de visite, pas de contrôle. D'accord. Qu'il a craché sur les corps. Cette information, en dehors de la salle d'audience, en dehors du public, est-ce que vous avez une source fiable, M. Sidibé, pour que vous puissiez communiquer cette source-là au tribunal pour la manifestation de la vérité? Puisque c'était un appel téléphonique, je pense. Oui ou non? Oui. De toute façon, si vos archives dans votre radio sont parties en l'air... Monsieur, on ne parle pas de la radio, je n'étais plus à la radio en 2020-2021. S'il vous plaît, attendez que je finisse. Prenez patience, souffrez un peu de m'écouter. Je vous en prie. Bien. Si vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez aucune trace par rapport à vos archives de votre radio, d'accord. Mais ça, c'est par rapport à Jean-Marie Doré. Mais souffrez de m'écouter. Attendez la question, M. Sidibé. D'accord. Soyez patient. Allez-y, maître. La communication que vous avez à faire avec la personne, au moins, les numéros de téléphone sont connus, ou peut-être connus, oui ou non? Bien sûr. Vous pouvez communiquer ces numéros de téléphone en dehors de la salle d'audience, n'est-ce pas, au tribunal?
Ça, c'est entre peut-être le tribunal et moi, s'il me le demande, et on verra l'opportunité ou non, la pertinence ou non, parce que j'ai le droit aussi de protéger mes sources. De la même manière que vous avez le droit de protéger je suis là vos sources. En tant que journaliste, ayant fait des déclarations. Alors, donc, j'ai le droit, en ma qualité de journaliste, de protéger mes sources. De la même manière que vous avez le droit de protéger vos sources d'information, nous, avocats de la défense, nous avons le droit de savoir par quels moyens que vous avez procédé à cette information que vous avez échangée. Téléphoniquement, oui. C'est téléphoniquement. On va évoluer. Une autre question. D'accord. Alors, vous avez dit ici, lorsque vous êtes arrivé, que vous n'avez pas de grandes choses à livrer au tribunal et que vous pensez que vous estimez que vous avez un devoir citoyen, comme tout bon Guinéen, de venir livrer votre part de vérité. Mais il se trouve que, M. Bagnan, ce que je m'en vais vous faire comprendre, est-ce que vous savez qu'un témoin a 3 obligations? L'une des premières, c'est votre comparution ici. La deuxième, c'est la déposition que vous faites. Mais la troisième, est-ce que vous savez que vous avez l'obligation de sincérité? Maître, je suis sincère. Vous êtes sincère? C'est ce qu'on m'a dit que j'ai relayé pour alerter. Mais c'est qu'on vous a dit. Cette information n'est pas vérifiable. Vous prêchez le faux pour aboutir à une information qui n'est pas fiable. Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Je le suis, oui. Vous êtes sincère? Bien. Vous en êtes convaincu? Je n'ai pas compris. D'accord. Je n'ai pas compris. Vous êtes convaincu de cette information? Bien entendu. Selon vous, dans votre métier de journaliste, parmi les sources d'information, il y en a combien au moins? Les sources d'information. Est-ce que vous pouvez obtenir une information en achetant l'info? Est-ce que vous pouvez obtenir l'information en provoquant l'information, comme vous l'avez dit ici, que vous prêchez le faux? On appelle ça susciter. Susciter l'info. Est-ce que si une information n'est pas fiable et vous vous rendez compte que l'info que vous avez relayée n'est pas du tout une bonne information, est-ce que vous pensez en vous-même, en âme et conscience, que vous blessez l'opinion et vous portez atteinte à la personne, à sa réputation et à son honneur? Loin s'en faut, puisque des témoins m'ont précédé ici, qui ont parlé de la même chose, alors que le procès ne se tenait même pas au moment où moi j'en parlais. Il n'y avait pas le procès. Et d'autres personnes témoins oculaires sont passées ici, qui ont dit les mêmes choses. Et au moment où moi je disais, on ne pensait même pas que le procès allait avoir lieu. Et les mêmes propos ont été corroborés par d'autres témoins ici. Vous êtes intéressé? Donc, je ne me reproche pas d'avoir fait ces déclarations parce que j'avais le devoir patriotique d'alerter pour que des investigations soient menées. Lorsque vous étiez à votre bureau, je pense très bien que vous suivez ce procès. À distance. Bien sûr. Je le suis. Bien. Vous avez entendu ici parler, vous avez écouté ici le général Sano, lorsque vous étiez à votre bureau, son passage ici? Je l'ai suivi, mais pas intégralement, oui. En partie? Oui. Est-ce que vous avez su avec attention que le général Sano, lui, il a déclaré à cette barre ici que lui, il avait autorisé la sortie de 4 camions en dehors du département de la santé, sans communication avec le ministre de la Santé, que ces camions sont sortis pour être mis à la disposition d'une dame de la Croix-Rouge. Vous avez appris cette information? Ces propos n'engagent que celui qui les a avancés. Je vous ai demandé si vous avez appris cette information. Oui ou non, M. Ben, oui, je l'ai entendu comme tout le monde, mais ça ne m'engage pas. Je ne vous ai pas dit que ça vous engage. D'accord. Loin de vous, puisque tout le monde suit ce procès. Moi, je vous demande, puisque vous suivez à distance, vous avez dit oui, vous suivez à distance. Vous avez entendu tout récemment, ça ne fait pas plus d'une semaine, le passage du professeur Hassan ici. Oui. Bien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pas l'intégralité, mais je l'ai suivi. D'accord. Vous avez appris quand même qu'il a dit effectivement que
il a traité 58 corps. Vous avez appris? Oui. Bien. Dans ces déclarations, par rapport à vous-même, l'information que vous avez reçue il y a maintenant des années, est-ce que vous n'avez pas fait la contradiction entre vous-même et l'information fiable qui a été donnée par le professeur Hassan? Le professeur Hassan, à ma connaissance, n'est pas militaire. Et il y a le secret militaire qui peut l'empêcher, en pareille circonstance, d'accéder à certains corps qu'on a volontairement dissimulés. Il n'est pas militaire. Est-ce qu'il a eu accès à tous les endroits? Je pense entre vous et le professeur Hassan et un militaire, le plus crédible par rapport à une gestion des corps, c'est le professeur Hassan. Je vous le concède. Vous le savez? Je vous le concède. C'est un médecin légiste, M. Sidibé. C'est lui qui est chargé de ça. L'administration des morts, c'est lui. Vous le savez, non? Mais j'ose croire que le professeur aussi a dit que c'est ce qu'il a reçu qu'il connaît. C'est ce que je vous demande. Voilà. Maintenant, vous, entre ce qu'il a été reçu officiellement et ce que vous avez appris de passage au téléphone par une personne que vous n'avez même pas vue physiquement arrêtée. Je le connais, je la connais, cette personne. Livrez la personne, donnez le numéro de téléphone de la personne, monsieur. Vous ne pouvez pas m'obliger à le faire. Je ne vous oblige pas, mais vous avez un devoir de le faire. Mais la suite des événements ont prouvé peut-être... Je ne parle pas encore de la suite. Ah si, maître. Vous avez un devoir de communiquer le nom. Et nous tenons à cela. Et je tiens à cela. Je suis parti au procès. Je suis de la défense de colonel Diaby. Vous êtes un témoin qui est venu à la barre. Présentez votre déposition. Dans votre déposition, il y a des sources qui ne sont pas fiables. Et il y a d'autres parts où véritablement vous avez la connaissance des personnes qui vous ont donné l'information. Vous avez l'obligation de donner l'information au tribunal. Si le tribunal me le demande, je le ferai, mais pas avec vous. Vous êtes tenu obligé. Est-ce que vous pouvez donner alors ce numéro de téléphone? Je vous le donnerai, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas le faire ici? Non, maître. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir me permettre de protéger mes sources. Sinon, d'autres journalistes n'auront plus d'informations. Allez-y, maître. Monsieur Sidibé, le fait de refuser de donner ce numéro de téléphone, ou ces numéros de téléphone d'ailleurs, les noms de ces personnes, parce que vous avez dit ici que physiquement vous les connaissez, le refus de donner ces informations, vous avez accepté l'audience publique, parce que vous avez la possibilité, le président vous a rappelé de vos droits. Vous avez le plein droit de demander une audience à huis clos. Mais vous avez accepté l'audience publique. Vous avez l'obligation de donner. Le refus de cela, vous êtes susceptible de poursuite. Bon, je pense qu'on va évoluer parce qu'il a dit que s'il le fait après l'audience, vous le saurez. D'accord. S'il le fait. D'accord. Voilà. S'il ne le fait pas, le tribunal tire les conséquences. Allez-y avec d'autres questions. Monsieur Bandian. Maître. Alors, est-ce que dans votre séjour en Guinée, après ces événements du 28 septembre, est-ce que vous avez eu à tenir, n'est-ce pas, une émission relativement axée sur ces événements? Puisque vous dites, vous avez un devoir patriotique, celui consistant à présenter, n'est-ce pas, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez fait une émission autour de ça? Maître, je l'ai dit que c'est dans l'optique de tenter de faire la lumière sur ces événements que j'ai reçu sur les antennes de la Radio Planète M. Jean-Marie Doré. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Donc, j'étais obnubilé par le devoir patriotique, je le répète, de faire des investigations pour avoir la lumière et aider la justice. Et je pense que feu général et feu honorable Jean-Marie Doré était un acteur très avisé et qui a été même victime lors de ces atrocités. Puisque, Père son âme, Jean-Marie Doré ne vit plus, à part lui, on n'a pas reçu encore d'autres personnes?
C'est un dossier sensible, ce n'est pas tout le monde qui a accepté de se prêter aux questions des journalistes, vous le savez vous-même. Mais Jean-Marie l'a accepté avec moi. Moi, je ne sais pas. Il m'a parlé au micro et hors micro. À part lui, il n'y a pas d'autres personnes. Je ne saurais le dire. Monsieur Bandia, qu'est-ce que vous gâchez? Vous ne pouvez pas nous dire qu'après tous ces événements-là, vous n'avez reçu qu'une seule personne et... Il l'a dit, il ne faut pas insister dessus, évoluons. D'accord. Alors, vous avez dit, pour être bref, peut-être que l'avant-dernière question, Monsieur le Président, avec votre permission, que toutes ces nouvelles, toutes ces informations ne viennent pas de vous. Et vous connaissez votre raison d'être ici. Est-ce que, M. Bandian, le témoin que vous êtes, vous déclarez ce que vous avez entendu? Mais est-ce que ce que vous avez entendu, si ce que vous avez entendu n'est pas fiable, vous ne devrez pas le dire? Pour votre crédibilité d'ailleurs, ou la crédibilité de votre institution d'ailleurs. Est-ce que vous le savez bien? Maître, j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur mon passage à la radio Planète FM. Non, 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 c'est pas ça. Ah si, laissez-le répondre. Vous parlez d'institution. Cette institution, c'est la radio Planète FM. Alors que les déclarations que j'ai faites sur les réseaux sociaux par rapport à ces événements datent de 2020 et 2021. Donc, je n'étais plus à la radio. J'ai quitté la radio en 2013. J'étais déjà exilé à Paris. Donc, ce n'est pas au nom d'une institution que j'ai fait ces déclarations. C'est en ma qualité de journaliste exilé que j'ai relayé ces renseignements.